bien le bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Bazar Historique pour ce 14e épisode de Leçon d'Histoire dans lequel nous allons parler de la réforme grégorienne, cette réforme qui a animé en Occident médiéval le champ politique mais aussi religieux au milieu du XIe siècle. Cet épisode s'insère aussi dans une actualité assez récente de la recherche en histoire médiévale et notamment elle est en lien avec les questions d'histoire médiévale à l'agrégation d'histoire mais aussi au CAPES d'histoire-géographie. Donc pour les candidates et les candidats qui préparent ces concours, voilà, cette vidéo est là pour vous. Donc installez-vous confortablement, prenez une boisson chaude et sans plus attendre, c'est parti pour cet épisode. Dans sa plus stricte définition, Église renvoie à l'Ecclésia, c'est-à-dire l'Assemblée. Dans l'Antiquité, et tout particulièrement à Athènes, l'Ecclésia correspond à l'Assemblée des citoyens. Ils votent la guerre, la paix, le budget, les lois ou l'ostracisme, c'est-à-dire l'exil d'un personnage jugé trop puissant, ambitieux, dangereux pour une durée de 10 ans. Ce terme a donné en français Église et entre autres ecclésiastique. Tout au long de l'époque médiévale, l'Église chrétienne, à savoir celle de Rome, a en tant qu'institution connu bien des bouleversements. Dans l'historiographie récente, les historiens et les historiennes évoquent une double difficulté. D'abord, il y a la distinction entre l'Église et la société, qui naît d'une lente évolution des sociétés européennes ainsi que d'une sécularisation progressive des mœurs. En réalité, c'est surtout avec la pensée des Lumières au XVIIIe siècle que la rupture est véritablement consommée, mais à l'époque médiévale, on a quand même plus nettement distingué les sphères du religieux d'un côté et du politique, sans bien évidemment oublier le social. L'autre difficulté posée, c'est justement de ne pas considérer cette distinction comme un invariant de la pensée médiévale, c'est-à-dire qu'elle évolue réellement. Au Moyen-Âge central, les individus connaissent et pratiquent une distinction du spirituel et du temporel, c'est-à-dire les différents pouvoirs qui s'exercent. Le pouvoir temporel, c'est le pouvoir politique, celui qui se transmet. C'est d'ailleurs au XIe siècle, plus précisément, que cette distinction s'opère avec ce que l'on retient dans l'historiographie française comme étant la réforme grégorienne. Dans l'Occident médiéval, depuis le Haut Moyen-Âge, l'Église a continuellement cherché à bâtir un ensemble d'identités sociales et politiques sous son égide. En fondant sa vision sur une séparation des fidèles ordonnés, les clercs et les autres les laïcs, à partir du Xe siècle, elle se pense d'abord comme la communauté de tous les fidèles, sans aucune distinction. À la fin du IXe siècle, l'Église romaine a en grande partie modelé l'espace occidental, tout en suivant, à partir d'un document administratif en date de l'an 400 de notre ère, la distribution de l'administration civile romaine, la Notitia Galliarum. Toutefois, avec le commencement de la réforme grégorienne, on assiste à une véritable inflexion dans ses pratiques et ses représentations. Il n'y a pas à dire, c'est un véritable chamboulement dans l'Occident médiéval qui, au moins jusqu'à l'époque moderne, a marqué durablement les consciences. Bien évidemment, l'Église, en tant qu'institution, possède une hiérarchie bien établie depuis la fin de l'Antiquité. À son sommet, il y a le pape, le chef spirituel et temporel de l'Église. Ce dernier est entouré de cardinaux, qui administrent l'Église en tant que ses plus proches conseillers. Ensuite, il y a, à la tête d'une région ou d'une cathédrale, l'archevêque ou l'évêque. Ce sont des supérieurs ecclésiastiques qui dépendent de l'autorité de Rome. Puis, à l'échelle d'une paroisse, d'une ville, d'un village, on retrouve le prêtre qui l'administre. Enfin, on retrouve les ordres monastiques, c'est-à-dire un ensemble d'adhérents religieux dans des monastères, eux-mêmes supervisés par un abbé ou une abbesse. La réforme naît tandis que beaucoup, notamment des évêques,
considèrent l'emprise des laïcs sur les clercs comme étant bien trop importante. En nommant des évêques, les princes se considèrent comme les dignes représentants de Dieu sur terre. C'est notamment le cas des empereurs germaniques, qui entrent en conflit avec la papauté. C'est la très sérieuse querelle des investitures qui, entre 1075 et 1122, oppose Rome au Saint-Empire romain germanique. Cependant, une telle lutte n'est pas sans risque, même pour l'Église, car en appuyant la distinction du spirituel et du temporel, ainsi que la supériorité du premier sur le second, la Réforme a favorisé le développement des hérésies et un anticléricalisme de plus en plus fort. C'est l'une des nombreuses conséquences de la Réforme, et en suivant, on va voir qu'il n'y a pas que la question de l'emprise laïque sur les clercs qui est concernée par la Réforme. Pourtant, quand on dit la réforme grégorienne, ce n'est pas vraiment juste, et les débats à ce sujet sont très nombreux. En effet, des historiens comme Tristan Martin et Jérémy Guinandi tranchent en ce sens, mais d'autres considèrent qu'il s'agit des réformes, car elles débutent sous le pontificat de Léon IX en 1049. L'historien Patrick Henriette a même estimé que certaines analyses donnent un poids trop important à la réforme, notamment celle de Florian Mazel, qui, par le passé, a pu considérer ces répercussions comme considérables dans l'ensemble de la chrétienté latine. Les réformes, cette politique engagée par l'Église, concernent en réalité d'autres enjeux que la prééminence en matière de nomination des clercs. Le clergé, c'est-à-dire l'ensemble des ecclésiastiques, souffre d'une impopularité grandissante au XIe siècle. On l'accuse d'être peu instruit, d'accumuler des richesses et surtout de considérer davantage son intérêt propre au détriment de celui de la communauté des fidèles. Afin de garantir à la population l'image d'un clergé plus respectable, l'Église, à travers ses réformes, impose le célibat aux prêtres afin de l'éloigner de toute distraction, mais aussi une formation approfondie. Pour l'Église, il est clair qu'un clergé mieux éduqué sera capable de mieux instruire la population à ses enseignements. L'Église se dote de moyens pour combattre ce qu'elle considère comme étant des hérésies, tout en affirmant le rôle du pape, qui doit être respecté, et surtout, symboliser l'autorité supérieure au sein de la chrétienté latine. Par exemple, Nicolas II instaure en 1059 le collège des cardinaux. Ceux-ci sont chargés d'élire le nouveau pape, éloignant les princes laïcs de ce type d'entreprise et garantissant ainsi l'autonomie des institutions ecclésiastiques. En ce sens, la bulle In Nomine Domini, donc de 1059, en plus de réformer l'institution pontificale, comme nous venons de le souligner, interdit le nicolaïsme et la simonie. Mais, vous allez me dire, qu'est-ce que le nicolaïsme? Ça désigne quoi exactement? Eh bien, dans l'Église médiévale, le nicolaïsme concerne le non-respect des prêtres en matière de concubinage, de mariage ou d'affaires sexuelles. Dans ce cas, on parle des nicolaïtes, pour les prêtres accusés de nicolaïsme. Et, quant à la simonie, il s'agit de la vente d'offices et de biens ecclésiastiques, ce qui, bien évidemment, est complètement illégal au sein de la chrétienté latine. Cette réforme grégorienne, donc, avec des guillemets, est un véritable épiphénomène de l'affirmation pontificale dans une Europe médiévale en proie aux ambitions personnelles de laïcs et même de certains clercs. Grégorienne, ça vient du pape Grégoire VII, qui a occupé le siège pontifical entre 1073 et 1085, mais, bien évidemment, il n'est pas le seul pape impliqué dans cette politique. Nicolas II, par exemple, comme on l'a dit, mais également Léon IX, avec qui la réforme débute réellement à partir de 1049. Elle s'insère aussi, au milieu du XIe siècle, dans un contexte de tension, car, souvenez-vous, en 1054, c'est le très fameux grand schisme qui voit la rupture définitive entre, d'un côté, l'Église de Rome, et de l'autre, celle de Constantinople, ce qui par ailleurs, si ça vous intéresse,
pourrait faire l'objet d'un prochain leçon d'histoire. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et dans ce cas, on pourra dans un prochain leçon d'histoire aborder la question du grand schisme de 1054. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouvel épisode de Leçon d'Histoire vous a plu. Et j'espère également pour celles et ceux qui préparent le CAPES d'Histoire-Géographie, j'espère que ça vous sera utile dans vos révisions, puisque même si l'histoire médiévale n'est pas tombée aux écrits de l'agrégation, il y a quand même une petite chance que ça tombe au CAPES. Donc voilà. N'hésitez pas à me faire savoir dans l'espace commentaire si ça vous intéresse, leçon d'histoire sur le grand schisme de 1054, et on pourrait également parler d'autres thématiques qui touchent à cette question d'histoire médiévale au CAPES et à l'agrégation. Donc voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Également, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, @bazarhistorique sur Instagram et sur TikTok. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. C'était Bazar Historique. Ciao.